Bon, on est au Carrousel du Louvre, donc pour la vente aux enchères d'RM Sotheby's, avec cette magnifique 275 GTB. Je la trouve sublime, j'en ai vu plusieurs au Tour Auto l'année dernière. C'est un véhicule entre guillemets assez commun au Tour Auto, mais c'est une voiture qui est juste magnifique avec un V12, avec évidemment la maison Pininfarina qui est toujours là avec ses magnifiques Zoïde Roca sur le côté. C'est juste magnifique, et on a l'ancienne génération du coup 250 GTB, de la 250 GT SWB Berlinetta. Voilà, c'est le nom à peu près entier. Vous voyez d'ailleurs, c'est rigolo, le Cavallino North American Racing Team sur le côté. Elle est juste dans un état mais chirurgical. J'ai envie de vous dire, toutes les voitures que vous allez voir sont dans un état clinique. C'est impressionnant. Et là, vous avez la version coupée de cette voiture. J'avoue avoir un faible pour cette version avec la couleur originelle de Ferrari. Et c'est juste magnifique. Voilà. Je vous laisse admirer un petit peu avec ces quatre pots d'échappement, c'est impressionnant. Et là aussi, vous voyez à la base commune de ces deux voitures, mais donc dans une carrosserie différente avec, vous avez vu, le logo Pininfarina accompagné de Ferrari. C'est la première fois que je vois ça. C'est très très beau et assez original, et vous retrouvez le même blason, donc, mais avec cette écriture, c'est plus commun. Là, vous avez l'une des premières DB, la DB4. Donc David Brown, en fait, c'était un investisseur, un financier qui a racheté Aston Martin, parce que Aston Martin, à l'image de Lamborghini par exemple, n'ont jamais eu une vie financière assez stable. Mais grâce à David Brown, on a donc une très très belle lignée avec la dernièrement DB12, mais là on a une très très belle DB4 avec déjà cette mythique calandre et le badge Superleggera. Je trouve qu'il y a un peu de similarité dans le design entre cette DB4 et cette Ferrari, laquelle fait anglaise ou laquelle fait italienne. En tout cas, c'est vraiment des grâles de leurs années. Je les trouve juste magnifiques, avec une version noire et une version bleue. J'aime beaucoup cette version bleue. Bon, je vous fais un plan assez large. Quand vous arrivez dans une pièce et que vous voyez tout ça, vous avez vraiment un petit arrêt sur le moment. Vous dites, c'est pas vrai, c'est trop beau, et c'est pas fini parce que il y aura toutes les ventes aux enchères cette semaine, il y aura la rétromobile. Mais c'est parti, on va faire un petit tour. Bon, là vous avez l'une des pépites de cette exposition Ferrari Enzo, mais quelle prestance! Je pense que, je sais pas si à la caméra ça rend vraiment bien, mais quand on est devant, c'est juste impressionnant la largeur de cette voiture, ce design juste intemporel. C'est une voiture qui date de 2002, donc qui a presque 22 ans, qui était sortie en même temps que tout ce qui est la Carrera GT, SLR McLaren. Et c'est juste impressionnant, avec magnifique V12, 600 chevaux et quelques. Là, c'est bien, vous avez les estimations, 3 millions d'euros, 3 millions 5, donc 2003 cet exemplaire, avec à l'intérieur les sièges baquets avec les harnais. Pour moi, c'est vraiment l'arrière, le graal de cette voiture, déjà parce que vous avez donc cette baie en carbone avec du coup un cache-moteur en carbone pour cacher le V12. Très très beau cache en tout cas. Et vous avez ensuite cet arrière très très plat, très très large, qui fait un peu penser à la Testarossa par exemple. C'est juste magnifique. Vous avez vraiment deux grosses ailes sur le côté. Ça fait vraiment la sensation qu'on a construit une voiture autour d'un V12 avec le système d'échappement juste là. 4 du coup canules d'échappement qui sont assez discrètes. Là où aujourd'hui, si on veut montrer la sportivité d'une voiture, on va faire des gros pots d'échappement, et avec du coup cet arrière qui fait penser à la F430. On continue dans les années un peu plus contemporaines avec cette 488 Pista Spider. Elle est magnifique en blanc avec cette ligne bleue. Vous voyez les Cavallino, là il est blanc et là il est bleu. C'est un détail qui est trop bien, tout en Alcantara à l'intérieur. C'est juste magnifique, j'adore cette voiture. J'aime pas beaucoup la 488 normale, désolé. Mais par contre, mais qu'est-ce que j'aime la 488 Pista, mais alors encore plus en Spider, même si elle chante un peu moins qu'un V8 atmosphérique. Ça chante quand même avec toutes ces parties en carbone et ce Cavallino qui est un peu en suspension. Et ce feu inspiré des Formule 1. Et vous voyez, du coup, je vous disais, les canules d'échappement, vous voyez la différence de taille. Là, vous en avez deux, là-bas, vous en avez quatre pour la même taille. Et c'est rigolo parce que j'avais même pas vu, mais du coup, on parlait de la F430 là-bas. Et là, on a une 430 parce que le F disparaît quand on passe à la 430 Scuderia 16e. Ça, c'est hyper rare. Voilà, je suis trop content de l'avoir. J'en avais déjà eu une à Paris, grâce à Olivier Paris Supercar qui fait les rassemblements au niveau des guides des bateaux-mouches. Et vous avez vraiment une configuration typique italienne avec ce drapeau à l'arrière.
Et donc c'était une version pour célébrer l'un des titres de Ferrari, comme celle-ci, si je me trompe pas, la Ferrari Enzo, c'était pour célébrer également le titre du premier millénaire, du coup début 2000, même s'il y avait aussi la concurrence très très fort comme une Carrera GT par exemple. Là, vous avez un badge qui est super mythique pour Ferrari. C'est les badges Super America. En fait, c'était vraiment une volonté d'Enzo Ferrari d'aller sur le sol, sur le continent aux États-Unis et de répondre à ce qu'ils recherchent. Donc, des voitures très puissantes avec un design assez spécifique. En l'occurrence, vous voyez un très beau cabriolet V12. Et là, c'est sur une base de 575, si je me trompe pas, et limité à 559 exemplaires. Pour ça, j'ai un peu triché, j'ai regardé par contre. Et c'est magnifique de voir ça. On va regarder le prix d'estimation, donc 600 000 à 800 000 euros d'estimation. Ça peut aller plus cher ou ça peut aller moins. Ou peut-être que s'il y a un prix de réserve, ça ne sera pas vendu. Et c'est rigolo, vous avez vu au niveau de la baie, on va dire, dans les feux, tout est rouge avec des parties en argent, c'est assez original. Ça répond un peu aux normes, hein. Ça fait penser par exemple à DS qui avait dû par exemple combler aussi les vides pour répondre aux normes des États-Unis. En tout cas, c'est une très très belle voiture, un très très beau V12 avec une grille en H manuelle. On va essayer de s'approcher. Vous voyez encore le petit drapeau Pininfarina et Ferrari sur la console centrale. Et là, vous avez le système du coup cabriolet, tout en carbone. Vous avez vu, c'est magnifique. En tout cas, c'est hyper original la façon dont ça se rétracte. Et donc là-bas, vous avez édition limitée. Et là, vous avez du coup la voiture sur laquelle elle est basée. Toujours un très beau V12 et toujours une ligne que je trouve juste magnifique sur cette voiture. Sur ces générations, vous aviez des boîtes F1 robotisées à simple embrayage. Et là, vous avez le choix, du coup, avec en l'occurrence, une boîte manuelle avec cette mythique grille en H qui lui donne un charme. Et moi, j'adore cette ligne à l'arrière. Là, vous avez l'évolution de la mythique Testarossa, donc 512M, F512M, parce que je me suis aperçu qu'en fait, la 512M, c'était une voiture type du Mans, donc à pas confondre. Bon, c'est sur l'avant, le lien familial, il n'y a pas trop évident sur les côtés, évidemment. Vous voyez ces magnifiques zouis de requins. Alors, pas de requins en fait, pas finalement. Enfin, ces magnifiques zouis, on va dire, qui viennent refroidir toute la baie moteur derrière avec ce V12, ce flat 12 à l'arrière. En tout cas, c'est vraiment une ligne que moi j'adore, qui fait vraiment années 80-90. Et tout à l'heure, on parlait de l'arrière vraiment colossal de la Ferrari Enzo, qui, je vais y retourner d'ailleurs, parce qu'ils ont ouvert les portes. Et voilà, vous voyez cet arrière qui est juste impressionnant. Impressionnant. Dino GT, j'ose le dire, Ferrari Dino GT, même si certains diront que c'est pas une Ferrari, parce que à l'époque où on sacralisait le V12, mettre un V6 dans une Ferrari, pour certains c'était un peu un sacrilège, mais moi j'adore cette voiture, j'adore juste sa ligne, je la trouve trop mignonne, je la trouve trop belle. C'est une voiture assez compacte, légère, avec un V6, donc un moteur léger aussi. C'est vraiment la philosophie un peu Light is Right. En tout cas, elle est très 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 belle cette 246. Vous voyez cette configuration marron un peu brillant et à l'intérieur une sellerie cuir en beige. En plus, elle est dans un état incroyable, en version un peu Targa, Spider. Pardon, pardon. Il y a une Porsche là, c'est pour ça. Mais je la trouve juste magnifique. Et en plus, si vous voulez vraiment un morceau d'histoire, le V6 ensuite a fait les belles heures de Ferrari, hein, notamment en Formule 2, ensuite en Formule 1. Là, vous avez les premières Porsche 911 du nom, c'est juste trop bien de voir ça, avec un toit ouvrant sur le toit, évidemment. Et c'est trop beau de voir ça, donc 911 S, et là vous avez une 911 Targa, la première génération. Je vous avais expliqué l'année dernière, on avait vu Mathieu Lustreuil, toutes les déclinaisons de Targa. Et donc du coup c'est une contrainte, ils avaient peur de ne pas pouvoir homologuer aux États-Unis les cabriolets, donc ils ont trouvé donc cette pièce en aluminium, de la rajouter pour éviter donc quand la voiture se retourne qu'il y ait des accidents pour les occupants. Et finalement cette contrainte technique a fait qu'on a vraiment une pièce d'histoire, et moi c'est ma préférée avec les speedsters. Et là on a une 930 turbo, la faiseuse de veuve. En fait c'est l'époque où on mettait pas des turbos pour faire des économies d'essence, on mettait des turbos pour justement aller beaucoup plus vite qu'un moteur atmosphérique, et c'était des turbos qui n'étaient pas du coup linéaires dans l'accélération, qui étaient d'un seul coup, vous aviez un coup de raquette dans les roues arrière en propulsion. C'était une voiture qui était très très contraignante et il fallait vraiment être accroché au volant pour pouvoir la dompter. Elle est magnifique, moi j'adore cette voiture. Et là vous avez du coup la même en version Speedster, donc 930 Speedster. Impressionnant ça aussi. En fait ça tombe bien parce que du coup vous avez la Porsche
356 qui est là en version Speedster là aussi, qui était sur une base de coccinelle d'ailleurs avec un 4 cylindres. Et moi ce qui me fait assez rire, c'est quand on sait l'histoire de cette Speedster qui était un importateur basé aux États-Unis qui avait convaincu Porsche qu'il y avait un marché pour un Speedster en l'occurrence, mais du coup un cabriolet abordable et pas trop cher. Quand on voit le prix que ça prend, là 850 000 au maximum en estimation, on se dit on est loin de la philosophie de base qui était d'avoir une voiture abordable avec donc tout ce qui est fiabilité Porsche et l'élégance. Là vous avez les tant contestés PMA, Porsche à moteur avant. Porsche a toujours essayé un peu de se détacher que de la 911 parce qu'il y a vraiment une époque où ils vendaient que la 911. On est bien loin de cette époque, mais il y a une époque ils essayaient de faire beaucoup de prototypes qui sont jamais sortis, mais celle-ci est sortie, donc Porsche 928, et c'est la première fois que je la vois en flat nose, donc hyper original, avec du coup des feux escamotables. Ça lui donne un look encore plus original. Sur l'avant, moi j'aime beaucoup, et l'arrière j'aime également, ça fait très concept car, très prototype, vous voyez, et avec des jantes qui sont dans un état, elles brillent de mille feux. On peut regarder, hop, coucou. Et là vous avez du coup une 930 turbo en version flat nose, donc ça c'est juste trop beau. La Type G ou la 930 vous la reconnaissez facilement avec cette sorte toufflée au niveau du pare-choc. Ça répondait sans doute aux critères des États-Unis, à mon avis, à vérifier, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, sur cette version flat nose, du coup, vous avez donc ces feux escamotables. On dirait à peu près les mêmes, je pense pas, parce que là, ils sont peut-être un peu plus étroits, là, ils sont un peu plus larges, à voir aussi. Mais du coup, vous avez ces ouïes sur le capot et ces mythiques jantes qu'on retrouve sur des versions comme les Héritage. Bon, là on va balayer assez rapidement. Donc vous avez une Porsche 964 turbo dans une teinte magnifique. Là vous avez une 992 GT3 Touring. Ça y est, on rentre dans la dernière génération des Porsche 911 avec donc le pack Touring, une sorte en gros de GT3 mais sans aileron, un peu plus GT, avec cet intérieur en pied de poule magnifique avec cette sellerie en cuir brun déco. Et il a fait l'option de la boîte manuelle. En tout cas la configuration est juste très très jolie, les jantes dorées. Là vous avez une 911R, l'une des voitures dont je rêve un jour d'essayer. Voilà, c'est un appel si vous voulez juste monter dedans, ça serait incroyable. C'était une voiture qui a malheureusement subi une énorme spéculation parce que beaucoup pensaient que c'était la dernière boîte manuelle que Porsche allait sortir. Finalement non, mais du coup il y avait des bons de commande qui se revendaient presque le double. Tout ça à cause de cette boîte manuelle. Impressionnant. Là-bas on continue du coup dans les boîtes manuelles avec cette 997 que vous avez vu, un frein à main doré, boîte manuelle là aussi avec le pommeau doré. La configuration est assez belle, elle a pas beaucoup vieilli, peut-être un peu sombre, sur l'aspect digital on va dire que ça vieillit, et ça c'est normal. Sport classique, vous avez la nouvelle qui est sortie que je trouve trop belle aussi, je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir mais il me tarde de la voir. Et là vous avez du coup Speedster. Tout là-bas vous avez son aïeul, là vous avez l'héritière. Ah ouais, la couleur elle rend trop bien, même à l'écran, je pense que vous me direz ça, mais même à l'écran elle rend trop bien. Qu'est-ce que j'aime ce bombage sur l'arrière sur cette 991. Et là vous avez une GT2 pack Club Sport, donc avec arceau, quelques petites touches en carbone juste là. C'est le pack vraiment pour aller sur la piste avec des sièges baquets Recaro en l'occurrence, et boîte manuelle et frein à main là aussi. Ça fait plaisir parce que j'aime beaucoup la PDK de par sa fiabilité et son efficacité, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des boîtes manuelles pour les puristes avec cette magnifique aileron en carbone. C'est vraiment une génération qui commence à être appréciée à sa juste valeur, surtout sur des versions comme celle-ci, et on le voit par les prix qui commencent à s'envoler, 400 000, 500 000 euros avec une réserve. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. GT2 c'est avec du coup des turbos et le tout sur les roues arrière, donc là aussi il faut s'accrocher. Et c'est là qu'on voit que certaines générations sont très prisé par les collectionneurs parce que cette 993 vous avez vu 1 200 000 euros à 1 400 000 en estimation, alors que là-bas on était sur 400-500 000 euros sur une GT2. Mais alors celle-ci en fait finalement la 996 qui est là-bas elle paraît assez timide par rapport à celle-là. Vous avez vu cet aileron qui est juste disproportionné, on a l'impression qu'ils ont fait vraiment un test, ils se sont dit allez ça passe, vous inquiétez pas, on a fait des tests, qu'ils ont intégré les aérateurs pour refroidir le moteur dans l'aileron. C'est juste impressionnant. Vous avez vu, c'est rifté, mais c'est juste impressionnant. Les deuxièmes effets waouh quand on pénètre la deuxième salle, on se dit c'est pas fini et c'est trop beau, et en plus il y a encore plein d'autres pépites qui arrivent.
C'est parti. Bon, la MC12, c'est vraiment un Graal automobile. Je suis très content de l'avoir. Des MC12, j'en avais déjà vu, mais des versions Corsa, j'en avais jamais vu. La MC12, c'est justement des voitures qui ont été produites pour les besoins d'homologation par la FIA. Il y en avait eu une cinquantaine, si je dis pas bêtise, peut-être un peu plus. Vous avez donc cette MC12 Corsa. Là, vous avez plus du tout le look un peu GT de la MC12 normale, qui était sur une base de Ferrari Enzo. Et là, vous avez vraiment la radicalité, tout le savoir-faire de Maserati. Parce que malheureusement, Maserati aujourd'hui, c'est plus une marque qui a le même symbole, voilà, mal gérée. Mais c'est une marque qui a un long passé en course automobile. Je la trouve trop belle. Vraiment trop belle avec cet effet un peu long tail. Vous avez vu comment c'est très long. Ça rappelle aussi les prototypes un peu de Porsche qu'on a au Mans. Qu'est-ce qu'elle est belle. Les V12 Vantage, c'est très rare. C'est l'idée folle de mettre un gros moteur V12 dans une Vantage. Donc déjà vous avez une rareté, mais quand on s'associe avec le carrossier Zagato, le carrossier est un peu contestable. Sur le design, je vous montrerai pourquoi, parce qu'il y en a une Alfa Romeo iOS Z qui est vraiment spéciale. Je vous la remontrerai parce qu'on l'avait déjà vue au Rétromobile. Mais la V12 Zagato, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Par contre, vraiment, je suis amoureux de cette voiture. Il y a la DBS Zagato que je vous montrerai en petite insertion que je trouve magnifique aussi, et vous avez beaucoup d'éléments en carbone, beaucoup d'éléments aérodynamiques comme cet aileron. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette ligne ici, cette vitre qui fait un peu l'effet inverse. Normalement, on a, c'est un peu plus, je m'embrouille un peu, ouais, je m'embrouille. Mais en tout cas, je sais pas, il y a un effet un peu inversé sur ce design de vitre qui rend assez original. Et ça fait partie, vous avez vu, très grosse rareté pour ça aussi. Ça fait partie des boîtes mécaniques V12 Zagato, boîte mécanique. Vous avez un combo de rareté sur cette voiture, et au niveau du prix, elle est estimée du 450-500 000 euros. Bon, là-bas, vous avez une superbe SZ Zagato. Ah, ça, je rigole. Je rigole, il y a du lourd, du très lourd. Lamborghini Centenario. Je vais vous laisser profiter. Ça fait partie des raretés à l'image Lamborghini Veneno. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que c'est sur une base de Lamborghini Aventador SV, si je ne me trompe pas. Mais on a l'impression que vraiment c'est une voiture unique, et ça, c'est vraiment les prouesses de chez Lamborghini. Tout ce qui est Reventon aussi, c'est vraiment des voitures très limitées. On fait quand même si on est sur une marque très luxueuse, quelques économies d'échelle en ne créant pas un châssis unique. Mais par contre, tout le contour de la voiture, tous les détails, toute la carrosserie est unique, et ça, je suis trop content de l'avoir en vrai. En fait, juste ce point de vue est fou. La largeur des pneus, le diffuseur tout en carbone avec les détails de carrosserie, lignes qui viennent se fondre dans le diffuseur, les pots d'échappement en disposition par 3, cette ligne de feu très fine avec le fameux Y qu'on retrouve typiquement chez Lamborghini. Cet aileron, à mon avis, qui est rétractable, qui se lève à grande vitesse et qui se baisse à basse vitesse, je la trouve magnifique. Et ça, c'est rigolo, je pensais que c'était les pots d'échappement. Je me disais, tiens, c'est bizarre, ils sont un peu hauts, mais non, c'est pas les pots d'échappement. Avec magnifiques jantes carbone aussi, qui sont là aussi, qui font très aérodynamique. On va s'approcher 2 secondes pour pas gêner les photographes. Et là, vous avez cet avant, mais qui est magistral, qui est agressif au possible, mais qui a aussi une certaine élégance. Par exemple, la Reventon. C'est un avis un peu impopulaire, mais je la trouve assez impressionnante, assez agressive, mais moins jolie. Mais celle-ci, oh là là, si vous avez 4 millions, mais prenez-la. Je dis ça comme si tout le monde avait. Non, mais c'est un Graal automobile. Cette voiture, c'est une future œuvre d'art dans les années futures. Bon, là, si on parle d'œuvres d'art, ça ne peut pas plaire à tout le monde, et surtout Zagato, quand ils font un peu l'originalité façon Zagato, on ne trouve même pas le double boussage sur le toit. Vous avez vu, c'est très spécial. C'est pour ne pas dire, bon, à mon goût, je suis désolé, je n'aime pas du tout. Mais c'est original, ça mérite d'être là, d'être la patte de Zagato, mais on va revenir à des voitures qui vont faire normalement l'unanimité. Koenigsegg, Regera, impressionnant, je ne sais pas quoi dire. C'est trop bien, quand vous avez des voitures, vous les regardez, elles vous clouent le bec, c'est trop cool. Là vous avez Petit Fantôme, la fameuse base aérienne où est placé l'atelier de chez Koenigsegg. C'est magnifique avec toutes ces parties en carbone, toutes ces petites ailettes. Ça me fera une transition pour cette magnifique Giulia. Elle a aussi des petites ailettes sur les côtés. Même si, bon, on n'est pas sur le même style. Bon, c'est vrai que la Ford GT de cette génération, malheureusement, est un peu moins aimée de par son moteur. Donc vous avez un V6 au lieu du fameux V8 que vous avez dans les 2 générations précédentes. Mais comment on ne peut ne pas aimer cette voiture de par son look,
de par forme aérodynamique. J'en avais vu une au Exclusive Drive au Mans et je vous avais fait une longue vidéo sur celle-ci, mais regardez comment vous avez au milieu l'habitacle avec le moteur en prolongement et vous avez autour des arches, c'est magnifique avec cet aileron actif juste là. Qu'est-ce que c'est beau dans cette version limitée du coup Carbon Series qu'on peut reconnaître évidemment grâce à ces jantes et cette aussi aération sur le niveau de la baie moteur là aussi en carbone. C'est trop beau. Bon, étonnamment c'est pas celle qui fait tourner le plus les têtes, cette Bugatti Chiron. Bon, faut aimer, ça fait peut-être un peu bling bling pour certains, mais elle a le mérite d'être unique. La mer argentée, elle s'appelle. Ça fait partie voilà des éditions limitées signées de chez Bugatti, parce qu'après voilà, il y en a, ils font des coverings, etc. Mais celle-ci est unique et sortie de Molsheim sous le département vraiment ultra personnalisation de chez Bugatti. Vous avez une grille qui rappelle celle des légendes du ciel, si je me trompe pas, et vous avez le badge qui fait vraiment rétro. Vous avez vu qu'il fait un peu cuivré. Je vais vous faire la mise au point avec le EB qu'on retrouve sur l'arrière, si je ne me trompe pas, on va aller voir. Je me rends compte que du coup la mise au point est pas simple parce que avec tout ce chrome qui se refait, et voilà, donc vous avez ce logo en écho EB, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, une Chiron de base, en fait je trouve ça juste magnifique. Et ouais, moi j'aime beaucoup. Dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez de cette One of One. Ça c'est vraiment une pépite à collectionner si vous êtes alphiste. Ça fait plaisir de voir de nouveau Alfa Romeo qui, après avoir erré commercialement et même au niveau de ses sorties, de voir qu'ils sont de retour avec des voitures radicales, joueuses. Elle est parfaite cette voiture. Elle sait être un bon daily, une voiture donc quotidien à vivre, mais aussi vous l'emmenez sur piste en propulsion, elle va être joueuse, elle va savoir gérer la dérive si vous savez le faire évidemment. Vous avez couche Alfa Romeo, bon, la calandre, c'est une quadrifolio évidemment, un logo magnifiquement intégré. Je suis juste amoureux de cette voiture, elle est trop belle avec ses jantes un peu téléphone, et c'est une édition limitée, vous voyez, Sauber Engineering. Malheureusement ils ne sont plus en F1, c'était un sponsor titre, ils ont laissé place à la magnifique écurie Steak F1 Team. Mais c'est une voiture qui allie un peu tout le savoir-faire de chez Alfa Romeo et de Sauber en l'occurrence. C'est une voiture à collectionner, et honnêtement 70 000 euros à 90 000 euros pour ça, mais ça va prendre une cote mais impressionnante, avec un V6 dérivé de chez Ferrari qui reprend le fameux V6 Busso qu'on avait mythique chez Alfa Romeo. C'est la première voiture développée par BMW Motorsport en 100% par le département Motorsport. La BMW M1, bon, malheureusement c'est un gros flop commercial, parce que à l'époque ça allait coûter le prix d'une Ferrari, et je vous laisse imaginer que dans le conscient collectif vaut mieux avoir acheté une Ferrari à ce prix-là qu'une BMW, même si c'est une très bonne voiture et qui a fait ses preuves en compétition automobile, qui a remporté de nombreuses victoires dans les championnats, notamment en Allemagne. Et vous avez le XM qui est le deuxième production, un peu sacrilège parce que c'est un SUV hybride rechargeable. Et vous avez les deux logos que vous retrouvez sur la lunette arrière. Je vous mettrai là aussi une insertion. Bon, si on avait la Ferrari Enzo qui était à l'époque des Carrera GT, SLR McLaren, là vous avez la 918 Spider et vous avez sa concurrente directe, la Ferrari, donc V12. Et là vous avez un V8, et ce sont toutes les deux des hybrides. On n'est pas sur la version hybride écologie, mais surtout la hybride performance qui rajoute du couple instantané sur ces deux voitures. Dites-moi laquelle vous préférez. Pas au niveau de la configuration en général, vous avez le choix, une 918 Spider ou une Ferrari, laquelle vous prenez.